Alors, comme promis, voilà, je suis de retour donc pour continuer. Et donc, je vous rappelle que nous avons installé sur Oracle Cloud, on a installé une machine virtuelle que nous avons appelée démo gratuitement et on a obtenu une adresse IP. Et donc, alors, à cette adresse IP, j'ai associé le nom 0.1.0.123.ma. Et donc, notre machine a 6 Go de RAM et un CPU. Alors, notre machine, donc, si on va la voir, il utilise ici un réseau, un Virtual Cloud Network. Et ce Virtual Cloud Network, on est allé à la Security List et on a autorisé l'accès à toutes les adresses IP, à tous les protocoles, pardon, bien sûr ici à toutes les adresses IP on est source, et donc au niveau de la machine destination à tous les ports. Et donc on a vraiment ouvert, donc alors dans la vie réelle, ben, il faut accepter juste les ports que vous allez utiliser. Et donc moi je compte sur ma machine virtuelle utiliser donc un firewall et de manière très sélective, donc autoriser ou refuser les ports au niveau de mon firewall. Alors ici, bien sûr, on avait installé WebMin, donc un outil qui va nous permettre d'administrer notre machine virtuelle de manière beaucoup plus aisée, plus facile. Maintenant, on va continuer et donc on va installer un nouveau donc, outil. Et donc cet outil, enfin c'est donc un cPanel, c'est Hestia, Hestia CP, Control Panel. Moi je connaissais pas, donc je l'ai essayé, il est vraiment excellent et donc il faut les encourager donc en leur envoyant, je sais pas moi, 10 dollars ou 20 dollars, donc ça serait une très bonne chose, parce que vraiment un très bon produit. Donc vous pouvez l'installer pour donc c'est fait pour les packages Debian et donc vous voyez ici qu'on a Ubuntu 20. Et alors qu'est-ce que ça donc alors ici c'est quelque chose de très simple à installer et c'est pas évident. Donc, si vous essayez les autres, je sais pas moi, par exemple, le Virtual Min, pardon, donc ce qui vient avec WebMin, Virtual Min, donc ça s'appelle Virtual Min. C'est un peu l'équivalent de ça, ce que nous allons installer maintenant. C'est pas du tout évident, ni au niveau de l'interface, etc. Donc, vous allez voir ça, c'est vraiment excellent. Alors ici, donc tout simplement, donc il faut, alors ici, donc il faudrait télécharger donc le script d'installation. On va se mettre sur notre machine ici, et sur notre machine, on va aller exécuter. Alors je vais donc ici sortir carrément, et donc maintenant je vais m'authentifier en tant que donc SSH Aziz arobase 0.123.ma. Et je vais m'authentifier en tant que l'utilisateur qu'on avait créé tout à l'heure. Et à partir de maintenant, ben, il faut que je passe en administrateur, sudo-su, et je redonne mon password. Et là, je suis root. Et là, je suis root et je suis toujours dans mon dossier personnel, ici, Aziz. Et là, je vais télécharger, alors pas ça, donc je vais pas copier. On va les copier. Voilà. C'est fait. Alors ici, donc, le fichier, il s'appelle hs, tac, tac, tac. Donc, c'est point slash as. Alors, c'est pas du tout ça. Donc, c'est bash. Bash, et donc, je copie. C'est plus simple. Voilà. Et je vais lui dire ici, moins h, pour nous donner, donc, le help. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va nous installer? Eh bien, ça va installer beaucoup de choses. Ça dépend. Donc, ici, on va faire le choix. Et donc, ici, alors, Apache, PHP, FPM. Donc, donc ici, l'exécution de PHP, multi-PHP, donc différentes versions de PHP allant de 5 jusqu'à la version 8. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Pour chaque site, je peux utiliser une version de PHP donnée. Et donc, avec cette plateforme, je vais pouvoir créer des utilisateurs pour
chaque utilisateur, il pourra créer autant de sites qu'il veut. Donc, c'est à moi de lui déterminer le nombre de sites qu'il a le droit de créer. Et donc, quand il crée un site, je peux lui déterminer quelles sont les versions qu'il peut utiliser ou alors l'autoriser à choisir la version PHP qu'il veut. Alors, VS FTPD et Pro FTPD sont deux serveurs FTP. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un qui est choisi ici par défaut. Donc, on va le garder par défaut. Named, c'est le serveur de nom, DNS. Et donc, probablement qu'on n'a pas, on n'en aura pas besoin, donc on va le désactiver. Donc, alors pour exécuter ça, donc ici, vous voyez la ligne de commande, c'est donc ici, par exemple, tout ça c'est bon jusque là. Par exemple, named, j'ai pas besoin, donc je vais dire -k, no, et je continue. Donc ici, exim et dovecot, donc ça c'est pour la messagerie. Alors exim et dovecot, je vais les enlever aussi, -x no, -x no, alors l'autre c'est quoi? Dovecot, -z, -z, alors -z no, et on continue. Alors dovecot, si elle n'est pas installée par défaut, clam antivirus, donc ça c'est un antivirus aussi. Donc alors ça va en général quand vous utilisez la messagerie électronique. Nous on va pas utiliser la messagerie électronique. Bien sûr, donc on peut l'utiliser même pour autre chose. Hein, donc ici, mais surtout avec les fichiers attachés au niveau de la messagerie électronique. Donc on peut faire en sorte de vérifier tous les messages. On ne sait jamais, donc pour ne pas avoir des virus qui vont atterrir sur notre machine. Donc ici, je vais pas installer non plus donc la map-v, donc je vais lui dire alors c'est -c no, et je vais lui dire alors -c no, spam assassin aussi, donc c'est pas la peine. Ça c'est donc alors -t no, spam assassin, c'est donc les spams, donc détecteur de spam au niveau de la messagerie électronique, on va pas installer. Par contre, IPTable, on va laisser, donc c'est notre firewall. Et donc ici, c'est vraiment très très intéressant parce que ça va simplifier. Alors si vous essayez d'écrire les règles IPTable, c'est pas très évident à chaque fois. Et donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste bloquer des sites, autoriser des sites pour accéder à un certain port, etc. Donc tout simplement. Et avec ça, donc on a une interface très agréable, donc qui nous permet de faire ça. Alors fail to ban, ça aussi, ça permet de prévenir, par exemple, si vous autorisez l'accès avec mot de passe, c'est ce qu'on a fait maintenant. Et donc, il faut faire attention, donc, pour éviter les attaques par force brute. Et donc, si quelqu'un essaye, donc ici, de se connecter, je sais pas moi, donc c'est configurable, hein, donc après un certain temps, donc on va le bloquer, etc. Et donc, on peut le bannir complètement si on veut. Donc ici, je garde ça. Alors, Quota, il n'est pas installé par défaut, et donc ça vous permet, par exemple, de dire que donc l'utilisateur ne devra pas dépasser, je sais pas moi, au niveau de la taille, je sais pas, 1 giga ou, hein. Et donc vous voyez ici, on a 50 gigas, donc il faut pas s'amuser à laisser quelqu'un avec donc une taille illimitée. Et -t, donc alors ça c'est pour l'API, donc on peut administrer tout ce package qu'on va installer en écrivant du code qui va permettre par exemple d'ajouter des comptes utilisateurs, et pour chaque utilisateur peut-être ajouter des domaines, etc. Donc alors -port, le port sur lequel on va accéder au control panel, ça par défaut 80-83, on va laisser. La langue c'est -l, donc on va lui dire d'utiliser le français. Et puis donc interactive, donc je laisse ça yes. Et alors hostname c'est -s. Alors notre host c'est 0.123.ma et je vais dire mon email. Et puis -p, on va mettre un password, -p, et pour le reste, on s'en fiche. Ah, ici, donc, il me dit, please, ici, remove admin user account before proceeding. Donc, ici, il y a un problème donc, il y a un groupe admin. Je pense pas qu'il y a donc, alors, ls/home. Il n'y a pas d'utilisateur admin, mais il y a un groupe admin.
Et donc, lui, il a besoin du compte admin, donc parce qu'il va créer un compte admin, et donc il aura besoin aussi du groupe. Donc ici, je vais lui dire ici, tout simplement, -F, et donc de forcer, c'est ce qu'on a ici, moins force. Alors, je fais OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Please remove admin user account. -F, donc il n'a pas aimé. Ah bon? Ok, donc alors user del admin. Il n'existe pas. Admin doesn't exist. Ah, pourquoi il dit ça? Please remove admin user account before proceeding. Je reprends ici, -K-no, -X-no, -Z-no, -C-no, -T-no. Ah, ici, c'est qu'il y a quelque chose ici, -Q. Alors, Q, c'était quoi? Donc ici, il y a un problème, -Q, quota, yes. Quota, yes. Je pense qu'il s'est trompé par rapport à ça. Voilà. Donc là, ça marche. Please wait, the installer is not checking for missing dependencies. Voilà, donc il est en train de chercher. Donc il va installer les dependencies. Ça va prendre un peu de temps. Et donc on verra que, bon, ici il va installer Nginx. Donc ici je vais lui dire yes. Il va installer Nginx. Alors Nginx c'est un serveur. Donc ici il va l'installer. C'est un serveur web et qui peut être utilisé comme reverse proxy. C'est le cas ici. Donc toutes les requêtes HTTP qui vont arriver au serveur, eh bien, ils vont passer par ce Nginx. Et au niveau de Nginx, on va passer la requête à Apache en fonction de à quel domaine elle est dirigée. Et donc voilà, donc il va installer ici MariaDB. Alors, j'ai pas fait ici, donc on pourrait installer, donc là ici, par défaut, il installe MariaDB, mais on peut installer aussi PostgreSQL. Et donc moi j'ai pas choisi de l'installer PostgreSQL. Hein, je l'ai sauté comme ça sans faire attention. Mais si on va ici à la documentation, alors la documentation, eh bien donc alors ici, alors peut-être qu'on va trouver ça directement ici. Non, c'est pas là. Donc ici installation, getting started. Main feature, admin documentation. Alors, getting started, donc installation script. Voilà donc ce qu'on avait tout à l'heure, donc PostgreSQL, le voici. Donc il suffisait de mettre -G, yes, oui, que par défaut, donc ici on a un new. Donc j'avais sauté ça, mais donc on aurait pu aussi installer PostgreSQL. Et donc les utilisateurs, ils pourront créer, donc quand on leur a créé un compte, et donc on les autorise à créer un certain nombre de domaines, c'est-à-dire de sites, et un certain nombre de bases de données. Et donc, que ce soit PostgreSQL ou MySQL, donc ils auront le choix. Pour MySQL, ils auront accès à l'aide de PHPMyAdmin. Et pour PostgreSQL, c'est donc aussi, vous avez l'équivalent de PHPMyAdmin pour PostgreSQL. Je pense qu'il s'appelle PostMySQL, je ne me rappelle plus du nom de... Donc, on va le... Voilà, donc je reviens ici pour voir donc l'installation, ça va prendre ici, donc vous voyez très bien, donc de 10 à 15 minutes. Et donc je vais couper la vidéo ici, donc on va revenir après quand ça sera fait. Donc voilà, après donc l'installation, donc voici donc les différentes étapes par lesquelles est passée l'installation. Et après, donc ici, il m'a demandé donc de redémarrer la machine. Et donc c'est logique, donc il va redémarrer pour démarrer tous les services correctement. Et donc on va pouvoir y accéder à notre machine. Alors déjà la première des choses, donc on va voir, donc est-ce qu'on accède toujours. Donc on voit très bien ici que ça ne répond pas. On va essayer d'accéder aussi sur le port 80. On voit que là ça marche déjà et donc we're working on it, etc. Donc il y a déjà un site sur le domaine 0.23.ma qui est configuré, mais ici on n'arrive pas à accéder.
Alors maintenant, il suffit d'accéder à notre adresse 0.123.ma et puis sur le port 8083. Mine. Voilà, donc je pense que ça doit être le même mot de passe. Donc voilà, alors voici donc l'interface. Donc il est vraiment très simple et très épuré. Dans la barre en haut, donc on a ici les enregistrements, c'est ce qu'on voit là. On peut accéder aux fichiers. Ça c'est donc quand on accède aux fichiers, c'est les fichiers de l'utilisateur courant. L'utilisateur courant, c'est admin. Et donc si on va vers, donc juste pour voir un peu les différents utilisateurs que nous avons. Alors, est-ce qu'on est connecté? Donc, on va se reconnecter. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Donc, je me reconnecte. Exit. Alors, SSH exist arrobas 0.123.ma et puis je donne mon mot de passe et je passe en tant qu'utilisateur, super utilisateur. Et voilà, et donc ici on va afficher juste les utilisateurs que nous avons. Donc à l'installation de Hestia, donc il a créé un utilisateur admin et c'est pour ça que ça ne voulait pas s'installer tout au début jusqu'à ce qu'on avait mis, donc on l'avait forcé avec le flag -f. Et donc voilà, donc on a, ça c'est l'utilisateur que j'avais créé, je l'ai créé manuellement, celui-ci. Et les deux ici sont créés automatiquement dans l'installation de Oracle, donc de la VPS sur Oracle Cloud. Ensuite, je reviens ici, donc là je suis il y a un seul utilisateur pour le moment, un seul. Et donc cet utilisateur c'est admin. Et donc, alors, donc ici, l'utilisateur sélectionné ici, donc quand on clique là, on va voir les fichiers qui sont propres à cet utilisateur. Et puis, bien sûr, donc si cet utilisateur a un site, eh bien, donc on va le retrouver dans Web. Et donc, bien sûr, cet utilisateur, par défaut, donc il va vous créer un site sur le nom que vous avez donné au début. Et donc, ce site-là, donc on peut y accéder. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, on voit très bien qu'on a automatiquement donc le SSL qui est installé automatiquement via Let's Encrypt. Donc, on va revenir là-dessus. Mais donc, pour cet utilisateur, si vous donnez bien le nom, un nom TNS correct, eh bien, vous allez obtenir automatiquement pendant l'installation donc les clés SSL. Donc voilà, donc ici, pour les fichiers, bien sûr, on peut faire plein de choses, ajouter des fichiers, supprimer, modifier, etc. Et bien sûr, donc alors ici, modifier, donc pour modifier, donc ici, le dossier où il y a les pages web, c'est dans public HTML. Et donc ici, la page que nous voyons ici, we're working on it, et bien ce fichier, c'est celui-là, donc on peut le modifier. Et donc ici, si je vais ici dans Title, et on va mettre ici Inset, ça marche. Ok. Alors là, ça marche. Parfait. Donc voilà, Exit, donc là pour revenir. Et on va revenir donc ici. Alors ça, pour les statistiques, donc ça vous donne une vue générale sur le nombre d'utilisateurs, l'utilisation du disque dur, etc. Toutes les informations, le nombre de bases de données, etc. Et puis ici à droite, alors ici, ça c'est pour quitter, ça c'est pour avoir la documentation. Et ça c'est pour l'administration. Et bien sûr, ça, vous ne le voyez que si vous êtes administrateur. Donc après, bien sûr, on va créer des utilisateurs et donc ils ne verront pas ça. Alors voici ici les différents packages qui sont installés, les différents services. Donc il y a Apache 2, cron pour l'exécution des tâches, fail to ban, donc qui va avec c'est l'IDS, détecteur d'intrusion, IP tables, etc., PHP, voilà. Et puis donc ici, très intéressant aussi de voir, on peut redémarrer ici. Alors ici, donc on va refaire un redémarrage complet ici.
Et puis, donc, on a l'accès aux journaux, le pare-feu, très important, le pare-feu, parce que ici, donc, on va pouvoir configurer, autoriser ou refuser l'accès. Donc, ici, tout simplement, si on veut ajouter une règle, et ici, ajouter une règle, c'est quelque chose de très simple. Donc, autoriser quel protocole, le port, et puis l'adresse IP source. Donc, en général, 0.0, donc on va autoriser tout. Sauf, donc, par exemple, si on veut rejeter, par exemple, je sais pas moi, toutes les adresses qui viennent de Chine, ça, on peut le faire. Donc, ici, si on revient ici, donc, on peut gérer les adresses IP interdites et on peut créer des listes, etc. Donc, là, ça, c'est, donc, c'est un, alors, ici, si je reviens, donc, ici, là, donc, il y avait ça. Donc, je reclique encore une fois pour qu'on voit. Et à configurer. Donc ici, vous voyez, donc là j'étais ici, si je clique sur configurer, et bien ici, donc on va voir les paramètres, les options de base. Ce sont les options qu'on a, donc il y en a quelques-unes qu'on avait configurées pendant l'installation, le hostname, le language. Alors les apparences, donc le thème ici, je pense que c'est l'un des meilleurs thèmes que Hestia propose, et moi je préfère. Le time zone, donc ici, logiquement, il faut le modifier. Donc ici, je ne vais pas le faire. Donc, il faut chercher Africa / Casablanca. Bon, allez, Casablanca. Et puis, alors, les mises à jour, les services web, etc. La sauvegarde SSL, etc. Donc, je passe. Donc, il faudrait d'abord qu'on ait une vue globale. Donc, ça, c'est la configuration. Alors après, donc ici, ici dans la partie, donc on était ici dans Users, et donc on voyait l'utilisateur, le seul utilisateur qui existe, c'est admin, s'appelle admin. Et donc si je veux modifier des informations pour cet utilisateur, c'est ici. Le deuxième onglet ici, c'est pour les sites web. Et donc le site qu'on a modifié ici, les fichiers auxquels on a accédé pour modifier le titre que nous avons là, ça se trouve dans ce site ici que nous avons là. Et ici, donc, ce qu'on voit, c'est la configuration de ce site. Et donc, on voit très bien que ce site utilise ici Let's Encrypt pour obtenir un certificat SSL. Donc, ça a été fait automatiquement. Si on veut, par exemple, activer les statistiques Away State, donc on peut les activer ici. Donc, alors, si vous les activez, donc ici, faut ajouter un utilisateur, sinon ça va être public, donc l'utilisateur qui a le droit avec son mot de passe, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà, donc ici pour cet utilisateur, en général, donc ce site il est associé à admin, et donc en général, donc on va mettre juste quelques pages, voilà, ou alors carrément le site principal, si vous voulez. Donc alors, voilà, alors ça c'est les tâches cron, donc ici il y a 11 tâches cron qui sont programmées. Et donc ici, on verra après donc, ces commandes que nous avons là, parce qu'on peut les exécuter manuellement. Mais ici, ce sont des tâches qui sont programmées. Et donc ici, ils sont programmés pour s'exécuter à certaines dates données. Donc les tâches cron, donc on peut les programmer pour qu'ils s'exécutent à certains moments donnés. Donc voilà, après, alors ça c'est le backup, donc on peut faire un backup. Donc ici, sauvegarde, j'en ai une seule qui a été faite. Et donc ici, voilà, donc la sauvegarde. Donc on peut autoriser plus d'une sauvegarde. Alors si je reviens toujours à l'utilisateur, toujours je suis dans l'utilisateur admin, eh bien avant de commencer à créer d'autres utilisateurs, la première des choses donc ici c'est d'aller vers les paquets. Et donc on a deux paquets par défaut, le paquet système et le paquet default. Alors l'utilisateur que nous avons ici, donc il utilise ici un site web. Et ce site web, il est créé dans le paquet default. Donc je clique encore une fois pour qu'on voit. Alors le paquet, il est où? C'est pas donc alors je disais le paquet default, c'est le paquet système. Hein. Donc ici je suis dans le domaine. Donc je modifie encore une fois. Donc on devrait voir le paquet, le nom du paquet quelque part. Modèle web page, proxy, etc. Donc on va en créer donc et on verra. Alors si je reviens donc ici
à l'utilisateur ici. Donc nous avons ici paquet, excusez-moi là. Donc ici on affecte le paquet, on l'affecte à l'utilisateur. Donc vous voyez ici c'est paquet système. Donc c'est au niveau utilisateur et non pas au niveau web. Et donc quand on affecte un paquet à un utilisateur, eh bien il va pouvoir utiliser le même paquet partout. Alors par contre nous avons au niveau des paquets ici, si je reviens vers paquet, nous avons un deuxième ici qui s'appelle default. Et bien sûr on peut en créer d'autres. Donc, je vais me contenter de modifier celui-ci, default. Et donc, ici, vous voyez, alors quelles sont les caractéristiques quand on va créer un utilisateur et on lui affecte ce paquet, eh bien, le quota, donc, il a accès, donc, pratiquement à l'espace disque de manière illimitée, ce qu'on ne voudrait pas dans la vie réelle. Donc, il faut limiter ça. Donc, vous voyez ici, c'est en mégaoctets. Donc, je mets 1024 mégaoctets. La bande passante, à la limite, on peut laisser. Et bon. Bien sûr, la bande passante n'est pas limitée sur la VPS que nous avons. N'est pas illimitée, donc il est limité. Alors je peux, si je veux donc ici mettre plus de sauvegarde pour les sites web, donc par défaut c'est illimité. Donc on peut mettre par exemple ici 10. Et les alias, donc on peut laisser ça, il n'y a pas de problème pour les alias, ça ne va rien changer. Modèle web Apache, PHP, donc on peut sélectionner quel PHP. Ou donc on peut laisser ça comme ça et l'utilisateur il pourra choisir après. Donc ici le modèle, alors le DNS on n'a pas installé, le mail on n'a pas installé, les bases de données. Alors au niveau des bases de données aussi, donc il ne faut pas laisser ça illimité, donc on va mettre par exemple 10 bases de données. Et après ça, donc je fais OK, j'enregistre. Voilà, les changements ont bien été enregistrés. Et à partir de maintenant, on va commencer à créer des utilisateurs. Alors, je vais commencer à créer un nouveau utilisateur. Alors, cet utilisateur, donc, on va lui donner un nom d'utilisateur Toto. Et donc, un nom Toto, un email toto@mail.com. Et un mot de passe, donc, encore une fois, password. Voilà. Alors, ne pas autoriser l'utilisateur à se connecter au panneau de contrôle, si on peut, mais on va le laisser, donc on va lui permettre de se connecter. Le rôle par défaut, c'est donc utilisateur. Donc, bon, on peut donner le rôle administrateur à un utilisateur si on veut. Et là, on choisit le paquet. Donc ici, je choisis le paquet par défaut. Et voilà, donc on peut ajouter une adresse ici pour lui envoyer un email. Donc je peux ici sauvegarder. Notre utilisateur a bien été créé avec succès. Donc notre utilisateur, à partir de maintenant, je peux cliquer dessus. Donc ici, le voici. Si je clique maintenant, vous voyez, nous avons deux utilisateurs. Si je clique là, en regardant ici, on va voir que cet utilisateur, on va se passer pour cet utilisateur. Donc nous sommes maintenant connectés en tant que Toto. Et on voit très bien que Toto, il a la possibilité de créer 10. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ici users, maintenant, tout s'est déplacé. Et on a ici, donc, la base de données. Donc, alors, ici, le web, donc, il a la possibilité de créer jusqu'à 10 sites web. On appelle ça ici domaine. Et puis, des bases de données, donc, jusqu'à 10 bases de données. Et puis, 2 backups, c'est ce qu'on avait configuré. Donc, allez, créons un site web. Donc, notre site web, donc, on va utiliser le nom de l'utilisateur, .0.123.ma. Et c'est tout. Hein. Donc, on va, donc, pour un nom de domaine, c'est juste associer l'adresse, le nom à l'adresse. Bien sûr, on ne fait pas l'association. Donc, derrière, ça va configurer à la fois Apache et ça va configurer Nginx de façon à, donc, le reverse proxy. Et voilà, donc, c'est tout ce qu'il va faire. Alors, je fais ici sauvegarder. Donc, il va ajouter cet utilisateur. Voilà, donc cet utilisateur est ajouté. Donc ici, il me demande donc si on veut ajouter par lot, donc ajouter un nouvel utilisateur. Non, je veux maintenant aller accéder au domaine que je viens de créer pour cet utilisateur. Hein, donc ajouter un nouveau domaine. Donc alors le domaine que j'ai créé pour cet utilisateur, je peux lui par exemple ajouter un alias. Alors un alias, c'est exactement, donc la signification, c'est que ce nom et celui-ci correspondent à la même adresse IP déjà. Ils doivent correspondre à la même adresse IP.
Et deuxièmement, au niveau de la configuration du serveur Apache et Nginx, donc ça va, donc ici, au niveau de Apache, ça c'est server name, ça c'est server alias, et ça concerne le même serveur web. Alors, si on veut activer les statistiques, et puis ici, est-ce qu'on veut activer SSL? Bien sûr, il faut activer SSL. Et là, on va lui dire d'utiliser Let's Encrypt. Et donc, si je fais sauvegarder ici, eh bien, il va aller, donc ici, il va faire une requête à Let's Encrypt. Et donc, il va y avoir un défi qui va se faire pour vérifier que je suis vraiment propriétaire de ce site et que j'accède à ce site ici avec le nom de domaine que je viens de donner ici. Donc, très important, le nom que vous donnez ici, s'il ne mène nulle part, ça ne va pas marcher. Let's Encrypt. Et donc, Let's Encrypt, il va faire une requête vers mon serveur ici. Enfin, pas ici, donc sur le serveur. Donc là, je suis connecté à distance. Et donc, il va vérifier ça. C'est pour ça que ça prend un certain temps. Et donc, il va faire la même chose pour ce nom et pour celui-ci. Il va s'assurer pour les deux. Voilà, donc ici, les changements ont bien été sauvegardés. Donc là, ça marche. Et je peux bien sûr revenir. Alors ici, donc, là, bon, voilà, donc ici pour les informations sur les clés qui ont été générées par Let's Encrypt. Et donc ici, mon site, le voici. Donc je peux, alors c'est pas là, donc pour y accéder, donc on peut aller taper directement le nom, ou juste cliquer sur ça et ça va m'ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre, c'est toto.0.123.ma. Et là je suis authentifié en tant que Toto. Si je clique ici sur fichier, là je vais accéder au fichier de Toto. Et là je suis dans home/Toto. Donc si on va maintenant ici, on fait ici slash ls/home, donc on va voir qu'un certain utilisateur Toto a bien été créé et que cet utilisateur Toto, donc il va y avoir parmi tout ça, donc il y a deux points qui sont importants. Il y a bien sûr temp, le dossier temporaire, donc c'est utilisé par la configuration PHP, et le dossier de configuration pour les sites, et donc c'est utilisé par Apache, etc. Et donc pour l'utilisateur final, en général, il va venir ici. Et donc l'utilisateur qu'on vient de créer qui s'appelle Toto, eh bien, il a l'utilisateur qu'on a créé qui s'appelle Toto, il a la possibilité de créer plusieurs sites, jusqu'à 10 sites. Et donc, voici le premier site qu'il a créé. Donc, si l'on crée d'autres, eh bien, on va les trouver dans le dossier web. Donc ici, c'est un raccourci, ça c'est home/toto/web. Bien sûr, si je suis ici, c'est que je suis Toto, donc c'est pas la peine de m'écrire à chaque fois /toto. Et donc, je suis dans mon dossier personnel, dans le dossier web de mon dossier personnel. Et là, voici le premier site. Et donc, si on y va ici, eh bien, donc on pourra, on va trouver par défaut, donc ici, il y a ça, bien sûr, donc ici, pour les statistiques, si on active les statistiques, le log du serveur, etc. Pour ce site. Et donc, vous voyez que vraiment tout est bien fait. Alors ici, si je viens ici et là, donc encore une fois, donc on va modifier le title ici, coming soon. Donc on va mettre ici, donc ça c'est Toto. Voilà, Toto. Voilà, Toto, tout simplement. Donc, voilà, j'enregistre. Et si je reviens ici, là, et j'actualise, donc on devrait voir ici Toto. Donc voilà, ça marche. Alors, maintenant, donc, on peut aller très rapidement aller très loin avec ça. Bien sûr, ici, je suis authentifié. Si je reviens en arrière, donc je sors de ça, et je reviens vers le panneau de contrôle. Dans le panneau de contrôle, je suis ici Toto. Je vois ici une flèche qui mène vers le haut. Et là, si je veux revenir à admin, donc là, je suis admin. Et bien sûr, si je veux revenir à Toto, ben, je n'ai qu'à cliquer sur Toto et donc on va y aller à Toto. Hein, d'accord. Mais là, c'est parce que je suis admin. Par contre, donc, si j'utilise par exemple un autre browser, donc elle est utilisant ça, et donc 0.123.ma, donc on va lui dire ici, bien sûr, donc on doit s'authentifier en tant que quelqu'un, donc ici je m'authentifie en tant que Toto, et je vais entrer mon mot de passe. Voilà, donc là, ici, bien sûr, j'accède en tant que Toto et je ne peux que quitter, donc je ne peux pas remonter. Et voilà, donc ici, je peux ajouter voilà, des sites, des bases de données,
etc. Donc, ajoutons une base de données. Donc, base de données, donc ici, très important ici parce que on a une seule instance de MySQL. Ici, c'est MariaDB. Et donc, cette instance MariaDB, donc, quand je vais créer plusieurs utilisateurs, eh bien, tous, ils vont pouvoir créer des bases de données dans le même SGBD. Donc, pour faire la séparation, donc, on vous dit ici, le préfixe nom d'utilisateur, ici, c'est Toto. Ici, c'est Toto. Underscore sera ajouté automatiquement à tous les noms que vous donnez. Si j'appelle ma base de données DB, ça va être Toto underscore DB. Le type, ici, on n'avait pas installé PostgreSQL. Si on avait ajouté PostgreSQL, on aurait pu, donc ici, en PostgreSQL, c'est, pour FTPD, il fallait mettre le -G, je ne l'avais pas mis par défaut, donc il n'est pas installé. Donc si on avait installé PostgreSQL, on aura le choix ici. Et puis, nom d'utilisateur, alors ici, pour la base de données, donc je vais appeler ça, je sais pas moi, Toto, et donc oui, Toto underscore Toto, donc je préfère plutôt l'appeler Toto underscore user. Et je continue ici, donc alors pour le reste, ce qui est important, je crée la base de données, quel type, nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors le mot de passe, donc on va donner encore, on va faire encore passe Word et on fait sauvegarder. Alors c'est très important, donc ici on peut ouvrir ça dans PHPMyAdmin, donc il y a plusieurs moyens pour y accéder à PHPMyAdmin. C'est juste donc ici un alias /phpMyAdmin dans le site principal. Donc vous voyez qu'on n'est pas allé à Toto.0, mais on peut y accéder de partout. Et donc ici, puisque j'ai essayé d'accéder, donc il m'a automatiquement configuré le nom d'utilisateur. Et là, il ne me reste qu'à mettre le mot de passe, password. Et là, je vais accéder et donc je vais pouvoir voir ma base de données qui est pour le moment vide. Alors, créons une autre base de données. Donc, je vais revenir ici à Web, ici. Et dans donc ici, mon site web qui est nouveau, qui contient uniquement 2 pages comme on a vu tout à l'heure. Quand vous entrez dans un domaine, ce qu'on appelle ici domaine, je préfère plutôt l'appeler un site web. Et donc ici, vous avez installé les applications. Et donc ici, ça vous permet très rapidement d'installer des applications en DocuWiki, Drupal, Laravel, etc. Symfony, WordPress. Donc si j'installe WordPress rapidement, c'est juste pour voir que c'est donc alors WordPress. Donc ici, donc TotoBlog, pour user l'account de l'admin et email. Donc ici admin mail.com. Et le password ici, donc je vais mettre admin, donc là il n'est pas très... Alors pour la base de données, donc ici on peut lui laisser le choix de générer automatiquement le nom de la base de données, etc. Puisque donc cette base de données sera associée à WordPress qu'on va installer. Donc ici je vais lui dire ici, pour le nom de la base de données c'est WordPress, pour le username c'est WP. Et souvenez-vous, donc ici si je lui dis WP, logiquement ça doit être le nom d'utilisateur Toto underscore WP, Toto underscore WP, et puis le password ici, on va mettre ici admin s'il accepte. Voilà, WordPress a bien été installé. Donc, si on revient à notre site ici, c'est toto.0.123.ma. Et donc, logiquement, on devrait trouver une instance de WordPress. Donc, ici, pas maintenant, merci. Et donc, ici, voilà, je suis dans WordPress. Si je fais ici WP admin, ça c'est le chemin pour accéder à panneau d'administration. Admin et le mot de passe, je pense que j'avais mis admin. Voilà, donc je suis dans le panneau d'administration, l'interface d'administration, donc post, média, page, etc. Donc voilà, post, on peut ajouter des posts, new post. Donc il y a un seul post, c'est Hello World.
Donc ici, si je veux en ajouter un autre, c'est le cas ici. J'appuie sur plus. Donc ici, Toto, hein, donc article. Et donc ça, c'est juste le titre. Donc je peux ajouter des paragraphes, hein, hein, du lorem, hein, lorem, ipsum, voilà. Tac, tac, tac. Et après, donc alors ici, je fais publier, publish. Et donc mon article a bien été publié. Donc je peux revenir à mon interface ici et aller vers mon blog et voir que j'ai ici l'article auto-article qui contient l'organisme, etc. Mais donc il reste ici à configurer WordPress. Donc ici, ce n'est pas notre objectif ici. Donc on voit très bien qu'on peut très rapidement installer des sites. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc ici, avec ça, donc je vais revenir à l'interface, à l'autre interface. Alors c'était où? C'était ici. Alors ça c'est juste pour quitter. Et donc ça doit être ici. Voilà. Donc là je suis administrateur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pom, 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 pom. Donc alors le fait de créer un utilisateur, si je reviens vers paquet et paquet par défaut ici. Et donc alors si on descend tout en bas dans le système, on peut voir que cet utilisateur ne peut pas s'authentifier. Alors, cet utilisateur ne peut pas s'authentifier. Alors, si on veut qu'il puisse s'authentifier, ben, il faut lui ajouter ici, par exemple, l'accès SSH. Et donc, ce que je fais ici, sauvegarder, on va essayer de voir est-ce que cet utilisateur, ça c'est dangereux. Donc, il faut essayer de surtout pas laisser ça. Enfin, il faut le laisser peut-être à des personnes de confiance. Hein. Donc, ici, je fais ici SSH. Toto, arrobas 0.123.ma. Donc ici, c'est juste le nom de domaine ici. Et là, je vais m'authentifier en tant que Toto. Alors, pas. Donc voilà, j'accède en tant que Toto. Si je fais maintenant suite dessous, eh bien, il me demande le mot de passe. Je lui redonne le mot de passe. Voilà, donc ici, Toto is not in the sudoers file. This incident will be reported. Donc, oui, ici, ça c'est au moins la première sécurité, c'est que vous ne pouvez pas se passer pour root pour faire des opérations dangereuses. Mais par contre, en tant qu'utilisateur comme ça, ben, vous pouvez afficher ce qu'il y a, enfin les fichiers de configuration, vous pouvez aller lire tout ce qui est, enfin tous les fichiers pour lesquels vous avez le droit en lecture. Donc voilà, donc, dans lesquels vous avez lecture pour tout le monde. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà, ça c'est, donc je suis, alors ça je suis, c'est pas ici, c'est là. Alors, donc ici on vient de configurer ici l'accès SSH en utilisant bash. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau de système? Alors, donc ça c'est ça donc alors ça vous voyez très bien donc que j'ai activé ça pour tout le monde. Alors si je le désactive maintenant, donc je mets ici non login et je fais sauvegarder. Mais par contre en étant administrateur, je pense qu'on pourrait pour un utilisateur donné, c'est-à-dire on ne va pas se baser sur le package, on va se baser maintenant sur l'utilisateur. Et donc pour Toto, je vais l'autoriser, donc paquet default, utilisateur, donc option avancée. Et dans option avancée, vous voyez ici non login, donc je peux pour lui tout seul lui donner la possibilité de s'authentifier. Donc vous voyez ici la version de PHP, etc. Donc je peux lui fixer la version de PHP. Donc je sauvegarde. Et là, donc bien sûr, il pourra s'authentifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors après, donc ici, bien sûr, donc pour un administrateur qui crée une interface comme ça, imaginez que vous voulez créer plusieurs comptes à la volée. Eh bien, ça va être fastidieux. Ajouter un utilisateur, un nouvel utilisateur, etc. Eh bien, il faut savoir que avant de passer à ça, déjà quelque chose de très important. Donc, quand vous créez un compte, si vous ne donnez pas l'accès SSH à l'utilisateur, pour accéder à ces fichiers, l'utilisateur, il va utiliser bien sûr ces fichiers. Ça peut être, très fastidieux de venir dans cette interface et de travailler. Très souvent, donc on va utiliser par exemple le protocole FTP, un client FTP. Donc FTP, donc là j'ai le client FileZilla. Et on va se connecter en tant que Toto, donc 0.123.ma. Ça, c'est l'adresse, c'est juste, j'ai besoin ici de l'adresse du serveur. Et donc là, l'utilisateur, c'est Toto. Et donc, bien sûr, donc, je vais mettre carrément Toto.123, alors comme ça. Toto.23, ça correspond toujours à la même adresse. Et là, le password, password. Et je vais me connecter. Voilà, donc ici, on va se connecter. Donc là, ça utilise SFTP. Et donc, c'est-à-dire, donc les données sont échangées de manière cryptée entre le client et le serveur FTP. Donc le serveur FTP, je vous rappelle, donc on a le choix entre l'installation de deux serveurs. Donc il y a le serveur VSFTP-D et ProFTP-D. Donc on a installé par défaut ici, il installe ça, mais vous pouvez installer ProFTP-D, chacun c'est. Alors ici avec FTP, eh bien l'utilisateur il accède uniquement à son dossier personnel. Et ça c'est une configuration qu'on fait dans la configuration de serveur FTP, de façon à ce que chaque utilisateur il ne peut accéder qu'à son dossier personnel. Il ne peut pas remonter en haut. Et bien sûr le dossier dans lequel on a nos pages c'est ici. Et à partir de là, donc ici, on peut, si on veut par exemple ici ajouter des fichiers, dans notre, ici c'est dans public, là, et donc on peut ajouter des fichiers, alors je sais pas, ici. Bon, j'ajoute n'importe, donc ça je clique et donc ça va venir ici, ça va être transféré. Alors, est-ce qu'il a été transféré? Le voici. Ah, donc je suis dans le site qu'on avait installé de WordPress, donc il y a beaucoup de fichiers, donc le voici ici. Sinon, vous pouvez faire du drag and drop, donc vous prenez le fichier, par exemple ça, vous faites ça, et vous le ramenez ici, donc là. Et la même chose dans l'autre sens. Là, ça c'est une vue sur le serveur distant, ça c'est une vue sur la machine locale dans laquelle je suis maintenant. Et donc, si je prends de là, je mène ici, ou je fais l'inverse, de là vers là. Et ici, donc là, vous avez un explorateur. Vous explorez dans votre disque dur. Et ici, voilà, donc ici, vous êtes dans votre dossier Home, tout simplement. Voilà. Alors, je reviens maintenant à la dernière étape. Donc ici, si on veut créer des utilisateurs de manière par programmation ou en ligne de commande, donc ici, on a un ensemble de scripts qui sont fournis ici. C'est Lighthouse Scripts. Et donc, ce sont les scripts qui sont utilisés par Hestia elle-même. Donc, à chaque fois que je fais ajouter un utilisateur, etc., je donne des paramètres. Et bien, quand je donne les paramètres, eh bien, ce sont les scripts, par exemple, ici, add user, v-add user, par exemple, qui est utilisé. v-add user qui est utilisé. Donc, si je clique ici dessus, v-add user, admin 2, il faut passer le password, etc. Donc voilà, il y a ça. Ça, c'est les fonctions qui sont exécutées de l'autre côté. Donc alors ça, on peut exécuter ça en ligne de commande directement sans problème. C'est-à-dire, bien sûr, donc il faut que vous soyez administrateur. Alors le Toto ici, il ne peut rien. Par contre, donc si je passe, là je suis administrateur, ça se trouve sur user slash local, slash Hestia slash bin. Et donc si je reviens ici, je lui dis ici ls, eh bien on va voir les différents scripts.
Et donc, si on veut exécuter ça, c'est fait A. Et donc, ici, le nom de l'utilisateur, le password et l'adresse mail, tout simplement. Alors maintenant, en plus de ça, donc on a ici la possibilité, alors je ne sais pas où c'est, ça doit être peut-être ici dans développer. Donc on peut utiliser une API, voilà, REST API, une REST API. Et donc ici, cette REST API, par exemple, je ne sais pas moi, créer un user, delete user, liste domaine, lister les différents domaines, créer une base de données, etc. Donc ça, c'est juste des exemples, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc ici, je prends cet exemple, par exemple là, ça. Voilà, donc alors ici, on a deux, pour l'exemple ici en PHP, et un exemple en Node.js. Et c'est pas limité à PHP et Node.js. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation. Il vous suffit d'avoir un client ou un client web, hein, donc ici client web, pour faire votre requête. Et c'est ici, alors le client web ici, c'est, alors qu'est-ce que ça utilise ici? Ça fait une requête HTTP quelque part, c'est où? Une query, tac, tac, set. Alors, donc je ne vois pas où c'est la requête. Bon, je vais copier ça. Et on va voir plus clair. Ah, et ça, c'est de ce PHP. Alors, j'étais en train de regarder, là, je suis dans PHP. Donc, j'étais en train de raisonner Node.js. Donc, je vais utiliser Node.js. Et donc, ici, ça utilise Axios. Hein, Axios ici. Comme, donc, ici, on fait une requête post. C'est plus clair ici. Une requête post au chemin HTTPS, le nom de notre serveur, ici 0.1.123.ma. Deux points, le port ici, pour nous, c'est le port par défaut 8083, slash API, et slash les données ici. Et les données ici, eh bien, quelles sont les données? Eh bien, ce sont, ici, oui, ici, on a créé un objet ici, dans lequel les clés que nous avons ici sont importantes. User, password, return code, CMT, ARC1, ARC2 jusqu'à ARC6. Et donc ici, on peut configurer un utilisateur de manière vraiment très complète. Et donc ici, alors les valeurs que je donne, qui sont données ici, les valeurs que nous avons là, ce sont préconfigurées ici. Vous voyez, le paquet, l'email, etc. Donc si je prends ce code et je le copie, ça, et donc on peut l'exécuter pour voir que c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc ici, on va créer un nouveau projet dans Visual Studio Code. Voilà, on va ouvrir un dossier. Donc on va l'appeler test quoi? Estia. Et on va créer un fichier qu'on va appeler a.js. Et on va coller ça ici. Voilà, alors on va personnaliser donc ici le nom du serveur, donc c'est clair. Donc ici, c'est notre serveur, c'est 0.123.ma. Et le port c'est le même, admin, le password c'est P55. Voilà. Et la commande qu'on va utiliser c'est vaduser. C'est exactement la commande qu'on a vue tout à l'heure. C'est une commande. Hein. Donc tout ça c'est pour exécuter une commande de l'autre côté. Et pour le reste, ce sont des paramètres que j'envoie. Donc ici, démo, donc on peut garder ça démo, on n'a pas démo. Donc on avait Toto, maintenant on aura démo. Et donc ici, le password, donc je vais mettre encore ici password. Et donc ici, je garde l'email, default, je laisse le reste, je ne vais pas modifier. Voilà, et donc ce sont ces constantes ici qui sont définies, que j'utilise ici pour peupler cet objet JSON. Et cet objet JSON, je vais l'utiliser ici et je vais le transformer en query string pour qu'il soit envoyé sous format query string, c'est-à-dire un nom égale value et un nom 2 égale value 2, etc. Hein, donc, c'est comme ce qui se fait après le point d'interrogation au niveau de l'URL. Hein. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la query string. Donc, ici, voilà, donc ça va s'exécuter. Donc, on va pouvoir exécuter, bien sûr, donc ici, je vois bien Axios require Axios. Axios, c'est pas, donc il faut l'installer. Donc, npm install Axios.
Voilà, donc Axios est installé. À partir de maintenant, je peux faire note à .js. Voilà. Alors ici, il me dit 0 means successful. Voyons voir. Est-ce qu'il nous a créé notre utilisateur? Donc ici, users. Voilà, vous voyez, j'en ai 3 et parmi lesquels j'en ai 2. Voilà. Alors ici, donc, on peut créer des utilisateurs, etc. Mais ici, il faut bien savoir, donc je pense ici, parce que j'ai refait une partie de la vidéo concernant, donc parce que j'avais des coupures sur l'Internet, et donc il y avait beaucoup de coupures. Et donc, j'ai réinitialisé un peu STIA. Et donc, j'avais oublié une chose, parce que si vous essayez ce que je viens de faire, la dernière opération que je viens de faire ici, eh bien, ça ne va pas marcher pour vous. Pourquoi? Donc, en étant administrateur, ben, il faut autoriser l'API à accéder à, pas l'API, donc il faut autoriser l'adresse de la machine distante, c'est-à-dire l'adresse de ma machine ici, l'autoriser à accéder au serveur distant. Et il se trouve que là, j'utilise mon modem 4G et donc j'ai la même adresse IP et ça, je l'ai déjà fait, donc je l'ai déjà autorisé. Alors, ça s'autorise où? Donc, si on va dans configuration et dans configuration, on va aller vers configurer et donc configurer, on va aller vers sécurité, c'est ma mémoire est bonne. Et dans système, on devrait trouver ici API. Et donc ici, oui. Et donc l'adresse qu'on voit ici, si j'enlève ça, ça ne va pas me permettre d'ajouter des utilisateurs. Ou faire utiliser l'API. L'API, ça ne pourra pas être utilisé. Donc ici, l'adresse que je vois là, c'est l'adresse que j'ai au niveau de ma machine. Et donc ici, juste pour qu'on la revoie cette adresse. Alors, si je suis connecté, oui. Je vais me reconnecter. Alors, je pense que je suis dans la même machine. Oui, c'est l'adresse IP. C'est cette adresse qu'on a là. 92.161. Donc voilà, donc je pense alors que je n'ai rien oublié. Voilà, donc le réseau. Alors, donc ici, ça c'est l'adresse de la machine locale et ça c'est l'adresse IP publique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, si on va voir les statistiques, et bien ici on va voir qu'on a deux utilisateurs, le nombre de... Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, le nombre de sites web qui ont été créés, de domaines, donc c'est ce qu'on appelle les domaines de... voilà, domaine SSL, base de données de les tâches crawl, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait voir? Ensuite, je reviens en configuration, un dernier coup d'œil. Alors, les journaux, donc le pare-feu, moniteur de tâches, on la mise à jour. Alors, si je vais par exemple pare-feu, alors pare-feu, donc ça me donne ici gérer les listes, par exemple IP. Et donc ici, on peut ajouter par exemple une liste. Nom de la liste, alors on va l'appeler. Donc ici, juste pour que vous voyez la source ici. Vous voyez ici, donc déjà on a des listes qu'on peut utiliser. Par exemple ici, je sais pas moi, je veux China ici. Donc ici China, je vais appeler ça China. Et donc c'est IPv4. Et je fais ici sauvegarder. Donc je peux mettre ici, donc là j'utilise ici un fichier, une URL plutôt, ici. Donc on peut utiliser un script ou un fichier, etc. Source de données. Et donc on peut écrire, mettre plein d'adresses et leur donner un nom ici, c'est le cas ici China. Et si je reviens ici à mon firewall, si j'ajoute ici une règle, donc alors ici créer, alors ajouter une règle, et bien ici je vais rajouter par exemple, et donc ici au niveau de l'adresse IP, donc vous voyez ici qu'on peut utiliser des adresses IP ou un IP7. Et donc le IP7, ce sont donc ce que j'ai créé tout à l'heure, donc ici je fais sauvegarder.
Et là, je fais, alors, le port doit être, bien sûr, donc je rejette quoi? Ben, je vais lui dire ici, tous les ports. Et donc, 0, ça signifie tous les ports. Sinon, donc, je pense qu'on peut donner des ports spécifiques, etc. Donc, en général, il ne faut pas rejeter tous les ports pour China, mais surtout, donc, essayer que ce soit pour China et pour d'autres, si je sais que je n'ai pas d'utilisateur qui va venir, je sais pas moi, d'autres pays, eh bien, je vais créer une liste de tous les autres pays, sauf mon pays, et je vais refuser l'accès, par exemple, au port 22, c'est le port le plus dangereux, le port SSH. Et donc, voilà, donc alors. Mais sinon, donc ici, il faut pas oublier que nous avons ici un firewall avec un IDS qui est très performant. L'IDS ici, c'est fail to ban, celui-ci. Et donc ça nous permet, donc si vous essayez de vous authentifier plusieurs fois, donc en utilisant la force brute, et bien après le quatrième ou le cinquième, donc c'est configurable, et bien il va vous dire de revenir après 5 minutes ou 10 minutes. Donc vous ne pouvez pas utiliser la force brute et après un certain temps, donc il va vous bannir complètement et vous empêcher d'accéder. Donc voilà, donc j'espère que donc ça va vous être utile. À la fois donc installer une machine virtuelle gratuitement et la possibilité de créer plusieurs sites de manière très facile et surtout pour le développement avec plusieurs versions de PHP, etc. Et donc vraiment c'est très très. Alors donc je croyais que j'avais fini, mais donc ici si on crée des sites ici c'est bien, mais si on veut par exemple utiliser Node.js, eh bien il faut l'installer. Donc moi je ne vais pas installer Node.js. Par exemple, si je veux utiliser JavaScript, eh bien il faut aller l'installer. Alors supposons que je suis l'utilisateur Toto. Donc ici je vais faire ici sutoto. Donc je sais plus, donc c'était password. Non, c'est pas ça. Sutoto password. Voilà, donc je suis Toto. Alors si je veux installer, ce que je fais toujours, hein, je n'installe pas Node.js, j'installe plutôt un utilitaire qui nous permet d'installer la version qu'on veut de, de Node.js. Et après, donc on peut installer plusieurs versions et à un moment donné, on peut choisir la version qu'on veut utiliser. Alors ça s'appelle donc NVM. NVM, donc je cherche NVM install Ubuntu. Donc là, je suis sur Ubuntu. Et donc ici, voilà, 20.04. Et donc, alors, c'est juste une commande. Hein, donc il faut aller récupérer. Alors ici, alors curl, je pense qu'il est installé par défaut. Donc je copie ça. Alors curl, c'est pour faire des requêtes HTTP tout simplement. Alors je fais donc ici ça. Et il faut recharger votre profil. Alors ici, je recharge mon profil, c'est pas .profile ici, donc ici source, c'est, il le dit ici, c'est .hrc, bash rc. C'est bien ça. C'est pas ça. Voilà. Et à partir de maintenant, nvm-v, non, il n'a pas reconnu, nvm, non. Alors, source, ok, donc ici, source, source, h, alors, c'était quoi? C'était bash rc. Bash rc. nvm, non. Did you mean not found? Alors, ce que je vais faire, je vais faire juste un exit et je reprends. NVM. Alors voilà, donc
Donc c'était juste ça, je sais pas pourquoi, donc ça n'avait pas marché. Mais donc alors Node.js, il faut bien voir que quand on l'installe, donc quand on fait, donc ça va installer à la fois Node et ça va installer npm. Et quand vous faites par exemple npm install -g, eh bien tout ça, ça s'installe dans votre dossier personnel. Donc on peut avoir une version Node qui est accessible pour tout le monde. Et donc ici, ça, je suis en tant qu'utilisateur Toto, eh bien j'installe mon Node à moi. Et donc ici, vous voyez, donc on vous fait, donc alors vous pouvez choisir. Donc ici, install tout simplement npm install Node. Use, vous pouvez choisir d'utiliser une version et vous pouvez aller chercher, je sais pas moi, donc alors pour chercher, donc on va aller pour chercher donc les différentes versions, c'est liste, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, on s'en fout, donc on va installer Node.js. Donc nvm install, tout simplement Node. Et donc je ne vais pas lui dire la version, il va tout simplement installer la dernière version. Voilà, c'est la 18.1 et pour npm c'est la 8.8. Et donc à partir de maintenant, je peux lui dire Node. Et là, je suis dans Node. Donc je lui dis ici log, je sais pas moi, console.log, blabla. Et donc il va me faire console.log, blabla, 9 plus 45, 175, etc. Donc ça marche. CTRL-C, CTRL-C. Voilà, donc Node, ça marche. npm aussi, ça marche. Alors npm, npm-v, et puis npx-v. Vous voyez, donc on a toutes les commandes dont on a besoin. Et après, bien sûr, donc si vous créez votre application, ben, donc il faut être là si je suis Toto, ben, il faudrait que je sois dans home/Toto. Et puis, ben, il faut organiser un peu les dossiers. Donc, je ne vais pas me mettre exactement dans le dossier qu'on avait tout à l'heure. Par exemple, là, si je fais cd home, alors, je suis home, je suis Toto. Donc, je suis dans mon dossier personnel, vous voyez, je suis dans mon dossier personnel, j'ai web, etc. Est-ce que je vais me mettre dans web? Bon, c'est possible, donc alors, c'est possible de se mettre ici. Moi, je préfère pas, donc il faut pas interférer avec Hestia. Je préfère donc ici, revenir ici, c'est des points, et ici, c'est ici où vous allez créer votre application. Alors ici, donc, on peut créer, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé une application, ou alors prenons le code qu'on a exécuté tout à l'heure, et on va le mettre ici, et on va l'exécuter à partir de la machine distante, en tant que Toto. Et s'il vous plaît, donc on va se connecter aussi avec Visual Studio Code. Ok? Donc alors, comment on va faire? Donc ici, je suis dans Toto. Donc alors, si je fais ici mkdir, donc alors je vais appeler ça, je sais pas moi, donc Node Project. Et donc alors, c'est quoi ça? Project. Node, c'est quoi mkdir? Node Project. Voilà. Donc ici, on va voir un dossier, Node Project, il est où? Le voici. On va essayer maintenant d'accéder à ce dossier à l'aide de Visual Studio Code directement. Et on va pouvoir exécuter des choses directement sur le serveur. C'est vraiment très cool. Hein. Donc si vous avez un serveur distant, une VPS, et vous pouvez faire plein de choses, tester des choses et puis surtout faire des preuves de concept et les montrer, je sais pas moi, à vos un employeur potentiel, etc. Donc ici, il faut installer donc ici un plugin ici. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, donc on va aller chercher. Donc c'est SSH. Et donc logiquement, donc c'est Remote SSH. Donc c'est ça, Remote SSH. Et donc alors Remote SSH. Et bien vous pouvez ajouter un serveur. Donc ici j'ajoute une destination. Donc vous voyez ici, il vous dit SSH, ce que vous allez écrire logiquement SSH, donc ici je vais lui dire ici le nom du hôte que je vais utiliser. Alors ici,
Alors, donc, on va écrire carrément. Donc, alors, ici, il nous dit SSH, on va écrire hein, SSH. Et donc, c'est Toto, arrobasque, 0.123.ma. Et puis, donc, moins 1. OK. Alors, ici, donc, pour fichier de configuration, SSH config. OK. Et donc, il a ajouté ça. Et donc, à partir de maintenant, connect. Alors, je vais lui dire to this host in a new window. Comme ça, on va faire copier-coller ici. Alors, ici, il me dit donc quel système d'exploitation de l'autre côté. Je lui dis c'est Linux. Et puis ici, donc, il me dit de saisir quoi? De saisir le mot de passe pour Toto. Donc là, je vais lui dire c'est password. Voilà, password. Et là, on va être bien sûr connecté, on va choisir le dossier. Donc, il va nous. Alors, you select Linux as a remote platform. This will be. Je sais pas, donc je ne vais pas lire. Je veux pas. Donc voilà, c'est ouvrir un dossier. Et dans quel dossier? Donc, je suis dans mon dossier personnel home toto slash toto, home toto. Donc ici, on va aller vers notre dossier, notre project. Et on va sélectionner ce dossier. Et on lui dit, OK, il faut encore entrer peut-être le mot de passe encore une deuxième fois, par sécurité. Voilà, donc ici. Voilà. Et à partir de maintenant, j'accède à ce dossier. Et voilà, donc ici, ça, il vous le fait même si vous êtes en machine, dans votre machine locale. Et ici, donc, je peux créer un fichier. Donc ici, alors je peux prendre un fichier, faire du glisser déposer. Hein, donc ici, escape. Alors, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Donc, alors, je fais notre fichier tout à l'heure, c'était ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je copie-coller. Je copie de ma machine et je dépose sur la machine distante. Et donc, l'utilisateur qu'on avait créé tout à l'heure, donc, il s'appelait démo. Donc, on va l'appeler Omed. Donc, je vais juste inverser démo en envers. Je garde le password. Et donc, ici, démo. Pour le reste, je n'ai rien changé. Donc, ici, ça, c'est pour l'administrateur. Parce que cette opération qu'on veut, on veut créer un utilisateur, mais il faut d'abord qu'on soit administrateur pour avoir la possibilité de le faire. Bien sûr, ici, il faudra que j'installe les dependencies. Et là, ici, vous voyez, là, je suis sur le serveur distant. Là, je suis ici, là. Donc, ici, donc, je lui dis ici, alors c'est pas là, c'est ici. Hein, je vois très bien au niveau de la console, du terminal. Donc, ici, je fais npm install, c'est Axios. Ça, c'est un client HTTP. Voilà, le client est installé. Et donc ici, note, app. Et là, bien sûr, il ne va pas accepter. Hein. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi il ne va pas accepter. Parce qu'il faudrait que j'autorise la machine, cette machine, à faire la requête, même si je suis sur la machine. Donc ici, error, IP is not allowed to connect with API. Et donc ici, alors, la machine n'est pas autorisée à se connecter. Eh bien, il faudrait qu'on l'autorise. Et donc, pour l'autoriser, donc on avait vu tout à l'heure, alors c'était où? C'était dans configurer. Donc, il faut aller configurer. Et puis, il faut aller vers sécurité. Et donc, quelque part ici dans le système, on a l'API. On peut l'activer ou la désactiver. Et ici, il faut donner les adresses. Donc, ici, 127.0.0.1, c'est-à-dire à partir de la machine locale. Donc, je suis sur cette machine. Donc, je lui demande de m'autoriser à faire cette requête. Donc, ici, si je reviens, alors j'attends que ça se fasse déjà. C'est bon. Donc, je fais ça. Et logiquement, ça marche. Donc ici, vous voyez le 4 ici, je pense que c'est 4 utilisateurs au total. Si j'actualise ici, donc on devrait avoir 4 utilisateurs. Non, on n'a pas. Alors ici, je suis admin. J'actualise. Non, donc il n'a pas créé. Et alors, est-ce que j'ai bien lu ce qu'il a dit? Alors, je suis pas, ici, je suis pas sur la bonne machine ici. Je suis pas sur la bonne machine. Hein. Donc ici, c'est ici. Ça doit se faire ici. Donc ici, je réexécute. Voilà, donc ici 0 min successful, donc c'est bon. Logiquement, donc on devrait avoir un 4 utilisateurs. Voilà, quatrième. Et donc le quatrième, c'est Omed. Et voilà, ça marche.
Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. Et donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire, à me les laisser sur des commentaires. Et puis aussi pour mes étudiants, donc vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp ou email ou autre support. Voilà, je vous remercie. À une prochaine.